est ravis de vous accueillir pour cette conférence. Et je vous laisse la parole donc pour à peu près 40 minutes, et puis après on aura un temps de questions et réponses qui suivra. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marin, merci à Laurent et merci à toute l'équipe de la fresque de la finance, j'allais dire du climat comme quoi, mais justement il y a une continuité entre les deux, et bonsoir à tous, ravi d'être avec vous ce soir pour parler de mes travaux, des travaux aussi de l'Institut Rousseau. Il y a quelques membres ici qui travaillent en effet sur la question de la reconstruction écologique, comme on aime à l'appeler à l'Institut Rousseau. Alors pourquoi on utilise ce terme de reconstruction écologique? Pour une double raison, parce qu'il faudra un effort de reconstruction de nos économies dans un sens écologique qui va être très très important, on va en reparler après, et donc qui va nécessiter finalement un effort financier mais aussi un effort matériel, un effort de planification, d'organisation qui est au moins aussi important que la reconstruction de 1945, d'où ce renvoi historique. Et puis aussi reconstruction pour dire qu'il y a un certain nombre de dogmes, de pensées qu'il va falloir déconstruire et reconstruire. Et ce soir, on va en parler beaucoup sur la question de la dette. Moi, c'est une conviction que j'ai depuis fort longtemps, que l'épée de Damoclès de la dette qui pèse tout le temps au-dessus de nous, qui justifie tous les sacrifices, moi j'appelle ça une vision sacrificielle de la dette, eh bien on peut remplacer cette vision sacrificielle de la dette par une vision émancipatrice de la monnaie. Et je vais y revenir tout au long de ma présentation, et tout en gardant un peu de temps pour les questions, pour avoir des échanges avec vous à la fin. Ça sera un vrai plaisir. Alors pourquoi oui, alors en effet ce livre donc j'avais écrit un premier livre en 2020 avec Alain Grandjean, que vous connaissez peut-être, qui est le cofondateur de Carbone 4 avec Jean-Marc Jancovici. On avait écrit un premier livre en 2020 qui s'appelait Une monnaie écologique, où déjà on faisait part de comment mettre la politique monétaire au service de l'écologie et de la reconstruction écologique. Et puis ce livre qui est sorti il y a 3 mois, où j'avais envie d'aller plus loin et de vraiment penser la dette en profondeur, et vraiment de penser ce qu'elle représente au sein de la société, ce qu'elle représente dans le corps social, et même, j'allais dire, en matière de philosophie économique et de philosophie politique. Et on verra que tout ça est lié, bien sûr, à des questions démocratiques, à des questions économiques, à des questions écologiques. Et moi, je crois, sans rentrer trop dans le détail, j'y reviendrai, mais que sur les questions de dette et de monnaie, nos démocraties sont absentes. Elles se sont arrêtées aux portes de la finance, et c'est pour ça que je loue vraiment des initiatives comme la fresque de la finance qui permettent de remettre ces questions à portée des citoyens et de leur dire non, quand on vous dit circuler, il n'y a rien à voir sur les questions de dette, tout ça est géré par une agence indépendante, l'agence France Trésor, indépendante du Parlement, sur lequel le Parlement, parce que vous savez, hein, je vous le rappelle, mais le Parlement sur la dette, on lui donne un chiffre. Hein, j'ai été 10 ans à la commission des finances de l'Assemblée nationale comme mon fonctionnaire. Donc le Parlement, on lui donne un chiffre, le chiffre de l'emprunt que l'État va faire au cours de l'année, et puis on lui dit signe ça. Voilà, tu votes ou tu votes pas. Mais tu ne peux pas changer ni le montant de cet endettement, ni les taux, ni la durée, ni rien du tout en fait. Ce que vous pouvez faire avec votre budget quand vous faites un crédit à la banque, négocier les taux, négocier la durée, etc. Ben, les parlementaires ne peuvent pas le faire sur le budget de l'État.
C'est aussi simple que ça. C'est délégué à une agence, l'agence France Trésor, qui s'en occupe et le Parlement a juste à signer en bas. Et alors je parle même pas, mais j'en reparlerai en fait tout à l'heure, de la politique monétaire où là les députés n'ont strictement rien à dire. Et les citoyens non plus, bien évidemment. Alors, maintenant que j'ai dit ça, pourquoi écrire un livre sur la dette ? Parce que des livres sur la dette, il y en a plein, avec des titres tous plus catastrophistes les uns que les autres. Je vous rappelle, en 2010, Jacques Attali, tous ruinés dans 10 ans, ou encore Philippe de Sertine, La dette, poison mortel, ou La France en faillite de Philippe Erlin. Bon, enfin voilà, vous avez l'embarras du choix pour savoir à quel point la dette c'est grave. Et en même temps, vous avez j'allais dire de l'autre côté, chez certains économistes de gauche, hétérodoxes, qui m'en voudront peut-être un peu, mais aussi parfois l'idée que, bon, la dette, on s'en fout, c'est pas grave, c'est nécessaire, allons-y, il n'y a pas de problème, il n'y a jamais de problème. Et moi, je vais essayer de dépasser un peu ce débat, Si je voulais caricaturer ce débat, d'ailleurs, je pourrais paraphraser Aragon, que vous connaissez tous, celui qui croyait à la dette et celui qui n'y croyait pas, lequel montait à l'échelle et lequel guettait en bas. Donc on a un peu ces deux camps. Et finalement, je le dis comme je le pense, ces deux camps se trompent et ne voient pas un élément fondamental dans la question de la dette, qui est l'élément de la création monétaire. Tout simplement. Et tout simplement, non, c'est pas si simple que ça, mais il faut vraiment comprendre aujourd'hui que la dette est liée à la création monétaire. Quand on vous parle de dette et qu'on vous dit c'est à cause de la dette publique et privée d'ailleurs, parce que vous savez qu'il n'y a pas que la dette publique. Aujourd'hui, la France a une dette privée qui représente 160% du PIB, alors que la dette publique représente que 110% du PIB. Mais en fait, les problèmes sur la dette privée sont beaucoup plus importants que les problèmes sur la dette publique. Et quand on vous cite en exemple des pays du Nord très vertueux, par exemple les Pays-Bas, 40% de dette publique du PIB, c'est rien du tout. En fait, ils ont une dette privée de 250% du PIB. Donc en fait, la réalité, c'est que si on regarde l'endettement total par rapport au PIB des Pays-Bas, il est plus élevé que celui de l'Italie, qui a pourtant la dette publique la plus forte de la zone euro, juste après la Grèce. Peut-être même avant maintenant, je ne sais plus. Enfin, à peu près similaire, autour de 140-150% du PIB. Donc finalement, cette question de la monnaie, sans mauvais jeu de mots, la dette et la monnaie sont un peu les deux faces d'une même pièce. On ne peut pas créer aujourd'hui dans le système monétaire de monnaie sans passer par la dette, sauf quelques cas très particuliers, quand les banques privées achètent des actifs et quand la Banque centrale fait des politiques également d'achat d'actifs. Alors des cas très particuliers, mais qui sont en train de monter en puissance, parce que on pourrait dire que le quantitative easing qui a été déclenché en 2015 par la Banque centrale européenne et qui a conduit quand même à créer plus de 6 000 milliards d'euros depuis 2015 ex nihilo, comme disent les économistes, donc à partir de rien. Quand on vous parle de monnaie magique, on vous dit ça n'existe pas. Elle vient d'où celle-là ? Elle a été empruntée, elle a été taxée, pas du tout. Elle a été créée. Elle a été créée par la Banque centrale, 6 000 milliards d'euros de création monétaire depuis 2015. Et donc, mais hors ces cas particuliers qui sont en train de monter en puissance et qui montrent finalement, si vous voulez, le quantitative easing, pour moi, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est aussi quand même l'idée qu'à un moment, le marché n'a plus suffi à financer la dette publique, ça ne marchait plus. À un moment, on en demandait trop. Au marché, il y avait un blocage, il y avait une défiance,
Et donc il a fallu que la Banque centrale prenne le relais. Et si vous considérez les États-Unis, il s'est passé quelque chose qui est complètement fou. Alors je vais vous montrer quand même quelque chose juste avant de dire ça. Voilà. Donc ça c'est le bilan simplifié d'une banque. Et donc en fait, quand vous connaissez tous l'expression, les crédits font les dépôts et pas l'inverse. Hein, c'est-à-dire que c'est pas l'argent que vous déposez à la banque qui va permettre d'accorder des crédits, c'est exactement l'inverse. C'est les crédits que la banque vous fait, elle crée de la monnaie à ce moment-là, qui vont constituer les dépôts. C'est comme ça que ça marche, la création monétaire, et c'est pour ça qu'un célèbre économiste, Milton Friedman, avait dit « la monnaie se crée par la plume du comptable ». Voilà, donc c'est pour ça. Alors donc, théoriquement, vous voyez, vous comprenez tout de suite sur ce graphique, je simplifie un peu, mais vous comprenez tout de suite pourquoi l'augmentation des crédits, et donc de la dette, se traduit par une augmentation parallèle de la masse monétaire. Et on a besoin de masse monétaire pour développer l'activité. Parce que vous ne pouvez pas développer une activité économique dans une société avec une masse monétaire qui se réduit. C'est très simple. Au fond, si vous avez... et c'est d'ailleurs pour ça, j'y reviendrai, que l'ensemble des politiques d'austérité sont toujours vouées à l'échec. Et moi, je dois avouer que je m'étonne qu'on ne le comprenne pas. Parce que comment voulez-vous rembourser une dette qui existe, qui est importante, publique et privée, avec une masse monétaire en réduction ? Vous avez un montant de dette. Imaginons que vous avez 1000 milliards de dettes. On en a 3000 milliards sur la dette publique aujourd'hui. Et que vous avez la même quantité de monnaie. Et que dans l'étape N+1, vous réduisez la masse monétaire, vous avez plus que 2000 milliards, mais vous avez toujours votre dette à 3000 milliards. Ben, le poids de la dette est beaucoup plus lourd. Il est beaucoup plus lourd. Vous avez encore plus de mal à la rembourser. Et ça, j'invente rien, c'est connu depuis très longtemps. Irving Fisher, quand il avait, grand économiste qui avait analysé la crise des années 30, avait dit, quand vous essayez de rembourser la dette par l'austérité, c'est comme si vous avez un bateau qui tangue, vous voyez, dont l'assise tangue, et vous continuez, au lieu de mettre du poids de l'autre côté pour le redresser, vous continuez à le vider à l'endroit où il prend l'eau. Ben, qu'est-ce qu'il fait ? Il tangue de plus en plus. Et à la fin, ben, ils sont... Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'assez logique, et je vous avoue que là, on a quand même un espèce de trou noir de la pensée économique contemporaine sur la question de la dette. Et d'ailleurs, ce qui est fantastique, c'est que, quels que soient les pays que vous preniez, quelle que soit la couleur des gouvernements que vous preniez, prenez l'Amérique de Trump, la France de Mitterrand, l'Allemagne, bon, je réserve mon jugement, ça peut être un cas très particulier en raison de leur excédent commercial très gigantesque, qui est d'ailleurs en train de fondre, parce qu'ils n'ont pas fait les investissements nécessaires, mais c'est un cas particulier. Mais la Chine, l'Italie de Berlusconi, tous les pays, quelle que soit la couleur des gouvernements, quelle que soit leur localisation, connaissent une progression constante depuis 50 ans de leur dette publique et privée. Alors parfois, la dette publique se réduit un peu, puis elle repart à la hausse, puis la dette privée se réduit un peu, mais bon, tout augmente. Le niveau des dettes augmente partout. Pourquoi ? Pourquoi personne n'arrive jamais à la réduire, cette dette ? Pourquoi tout le monde échoue ? Tout le monde échoue. Et demain, vous avez ceux qui vous disent aujourd'hui, Bruno Le Maire, je coupe 10 milliards d'euros, demain 20 milliards d'euros, ça va aller vachement mieux, vous verrez. Non, ça n'ira pas mieux. Moi, je vous fais la prédiction, et c'est pas être un grand druide de l'affaire, que ça n'ira pas mieux. La dette va continuer à augmenter, évidemment. Évidemment. Et elle augmentera d'autant plus vite, d'ailleurs, qu'on va couper... dans les dépenses publiques. Alors, ce que je vous dis sur la création monétaire, c'est connu depuis assez longtemps. Alors, pour ceux qui sont des adeptes de la pensée marxiste, Marx a dit dans le Capital des choses extrêmement intéressantes sur le circuit de la monnaie, mais
il n'a pas perçu quand même la création monétaire en tant que telle, que Rosa Luxembourg avait mieux compris que lui finalement après. Et donc vous voyez, elle dit que justement, pour mettre en circulation cette masse de marchandises de valeur croissante, une quantité de plus en plus considérable d'argent est nécessaire. Et cette quantité croissante d'argent, il s'agit précisément de la créer. C'est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que la création monétaire est indispensable finalement au développement économique. Et vous aurez remarqué que chez les libéraux, chez les austéritaires, comme je les appelle parfois, il y a toujours une attaque de la dette publique, jamais de la dette privée. Jamais. Pourquoi ? Parce qu'ils sont bien conscients, malgré tout, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, que si on s'attaque à la dette privée, on s'attaque au moteur même du développement économique et de la croissance, si on veut, de la croissance économique. Je laisse de côté toutes les considérations, les défauts de la croissance et la pensée sur la décroissance. J'ai fait un entretien il y a quelques jours avec Timothée Paric sur la question dette, monnaie et décroissance, qui sera bientôt disponible sur la chaîne YouTube de l'Institut. On a creusé ce point, mais ce soir je le laisse de côté. Peut-être juste pour dire quand même que l'un des moteurs de la dette par rapport à la croissance, c'est que si vous voulez avoir de la croissance, il vous faut, comme je l'ai expliqué, toujours plus de dettes. Et donc la décroissance, elle doit, si on veut de la décroissance ou la post-croissance, moi, vraiment personnellement, je me fiche des termes, je veux qu'on fasse ce qui doit être fait pour la transition écologique, pour la reconstruction écologique, on appelle ça décroissance, post-croissance, tout ce que vous voulez, c'est pas mon souci, même si c'est des débats intéressants, et que ce qui est clair, c'est que la croissance du capitalisme financier tel qu'on connaît aujourd'hui, ça, c'est aller droit dans le mur. Mais en tout cas, cette croissance de la dette et de l'économie, elle est rendue nécessaire finalement par cette obligation de remboursement, par cette obligation de rentabilité. C'est donc une espèce de course sans fin. J'ai même des amis économistes qui appellent ça, qui disent que la dette pousse à une visée extractiviste en fait. Finalement, vous voyez, il faut toujours miner plus, créer plus de monnaie, un peu comme on voulait, comme on fait dans le système économique général en épuisant les ressources naturelles. Et c'est particulièrement vrai dans les pays en développement. Les pays en développement, qu'est-ce qui les pousse à vendre leurs actifs, à maltraiter leur environnement? Généralement, c'est la pression des créanciers extérieurs. Et c'est pour ça qu'on voit se développer aujourd'hui petit à petit, ce qui est très bien, j'en reparlerai à la fin, des debt for nature swaps, c'est-à-dire des transformations de dettes des pays en développement en échange d'investissements écologiques, comme je l'ai recommandé pour la BCE, mais je garde ça pour la fin. Voilà, donc voilà quelques idées générales sur la création monétaire et la dette. Maintenant, je vous disais, je ne fais pas partie de ceux non plus qui pensent que la dette n'est jamais un problème et qu'il suffit de s'en foutre et de continuer comme ça et que tout va bien. Pourquoi ? Premièrement, parce que ça veut dire que nous tous, collectivement, on s'interdit de dépasser philosophiquement le lien entre la dette et la monnaie. On part du principe que finalement la monnaie sera toujours associée à la dette. Ça n'a pas toujours été le cas, d'ailleurs. Là, je ne vais pas vous refaire l'histoire. Dans le livre, j'explique les différentes étapes. Mais la question du lien entre la monnaie et la dette, elle commence vraiment à partir de la Renaissance, au moment où on invente la comptabilité en partie double. Et donc la comptabilité en partie double, c'est exactement ça, c'est ce que je vous montrais. C'est ce qui permet en fait finalement d'enregistrer, quand une banque fait un crédit, elle le met à son actif et en même temps elle crée un dépôt au passif. Et c'est ça en fait le système qui petit à petit va permettre de faire de la création monétaire comme on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire
c'est-à-dire en échange d'une dette. Mais ça a pris énormément de temps en fait, hein. Là je raccourcis énormément, parce que pendant longtemps on voulait garder le lien avec l'or, et en fait la fin de cette histoire c'est la décision de Nixon en 1971 de suspendre la convertibilité du dollar en or. C'est là que le système monétaire se détache enfin, mais c'est un long parcours et il y a eu plusieurs étapes totalement de sa référence en or et en métaux précieux. Alors pourquoi je pense que la dette peut aussi être un problème, même si ce n'est pas pour les raisons que nous disent habituellement les libéraux. Alors pourquoi c'est un problème ? Le premier problème, comme vous voyez, c'est que la dette, en bleu, en pourcentage, la dette en bleu en milliards de dollars et en pourcentage du PIB en rouge, la courbe rouge, progresse toujours plus. La dette progresse toujours plus, mais elle progresse par rapport à la richesse créée. C'est-à-dire que si on avait une création de monnaie et de dette qui était grosso modo équivalente à la richesse créée, la dette pourrait être sous contrôle par rapport au PIB. C'est un très mauvais indicateur par ailleurs, mais utilisons-le pour ce qu'il vaut. C'est-à-dire, on a des statistiques là-dessus, utilisons-le pour ce qu'il vaut. Et donc, on voit bien quand même, ça trace un mouvement, et ce mouvement, c'est le fait que la création monétaire, il faut toujours plus de dettes pour créer le même niveau de croissance. Et donc, vous voyez bien qu'il y a une déconnexion entre les deux qui s'accentue et qui s'accentue toujours plus. Donc en gros, pour faire simple, dans les années 60, il fallait à peu près 2 francs à l'époque pour avoir 1 euro de croissance. Maintenant, il faut plutôt de l'ordre de 4 à 5 euros pour avoir 1 euro de croissance. Alors, ça c'est lié, ça c'est mon analyse et je l'explicite dans le livre, c'est lié entièrement au développement du capitalisme financier, qui n'est pas le même que le capitalisme entrepreneurial qu'on a pu avoir pendant les 30 Glorieuses. Pourquoi ? Parce que se sont créés ce que j'appelle des trous noirs monétaires, c'est-à-dire des domaines d'activité qui attirent à eux toujours plus de crédit, donc de dettes, mais qui ne créent pas de richesse. Et il y en a 2 que vous connaissez tous, les marchés financiers d'une part. Et alors là, je veux dire, excusez-moi, mais la pandémie l'a démontré d'une manière exceptionnelle. Quand vous avez des économies qui sont à l'arrêt partout, les gens qui restent chez eux, qui ne bougent pas, les usines qui ne tournent pas, rien du tout, et vous avez la bourse qui bat ses records historiques. C'est quand même, si vous voulez, une preuve de la déconnexion du monde financier et du monde réel. Moi, je ne sais pas comment on peut trouver mieux que ça. Donc oui, les marchés financiers, et notamment parce qu'ils ont attiré à eux la création monétaire de la Banque centrale, le quantitative easing, parce qu'il faut savoir en fait que la structure même de notre système monétaire est pensée pour ça. Vous avez, c'est un peu comme l'Olympe, vous avez Zeus en haut, c'est la banque centrale. Vous avez les dieux juste en dessous, c'est les banques commerciales, et ensuite vous avez nous tous, les simples mortels. Et bien il est interdit à Zeus de communiquer avec les simples mortels. Et dans les simples mortels, on aurait pu exclure l'État, mais finalement il y a l'État aussi. Vous voyez, c'est ça. C'est l'article 123 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui a interdit aux banques centrales de financer les États, donc de financer ce qui représente finalement la collectivité des citoyens. Donc, quand une banque centrale veut faire une politique de relance monétaire, qu'elle veut créer de la monnaie pour relancer l'économie, à qui elle peut s'adresser ? Par construction, uniquement aux banques privées. À personne d'autre. Elle peut acheter des titres de dette publique sur le marché, mais en fait, elle le fait sur le marché secondaire. Donc, on a eu des situations ubuesques où vous aviez une banque qui achetait un titre de dette publique et qui le revendait dans les 30 secondes à la banque centrale, mais ça passait quand même par ses comptes et elle se faisait quand même une petite marge au passage. Faut pas se gêner quand on peut. Voilà. Donc ça,
Enfin, on en reparlera, mais il n'y a aucune raison fondamentale. C'est les traités européens, oui, d'accord. Un traité, ça change, ça se change toujours. Mais il n'y a aucune raison, au fond, de penser que, oui, la Banque centrale soit cette espèce d'entité olympienne, déconnectée des gens, et seules les banques centrales ont le droit les banques commerciales, pardon, ont le droit d'entretenir des relations avec elles. Ça, c'est une construction humaine. Ce n'est pas des lois naturelles. Il n'y a pas de loi naturelle de la finance ou de l'économie là-dedans. C'est une construction humaine. Et une construction humaine, ça se change. Alors, quand j'ai dit ça... Oups, je suis en train d'avancer trop vite. Alors, non, c'est pas ça, c'est ça. Voilà, je reviens à ça. Donc je vous ai dit, voilà, la dette progresse plus vite que l'activité. Mais il y a un autre problème. C'est qu'aujourd'hui, la dette progresse plus vite aussi que le patrimoine, que l'accumulation de patrimoine. En fait, les deux sont liés. Mais on remarque aussi au niveau du patrimoine. Il y a quand même quelque chose de fantastique, c'est qu'aujourd'hui, vous prenez le patrimoine de l'État français, et ben, il est déjà très négatif. Si vous prenez le patrimoine public dans son ensemble, il est encore un petit peu positif parce qu'il y a les collectivités territoriales qui, elles, ont des contraintes pour s'endetter. Mais le patrimoine de l'État est déjà fortement négatif. Ce qui veut dire que ses dettes sont plus élevées que ce qu'il possède. Donc, en fait, on fait le même constat sur le patrimoine privé. Aujourd'hui, dans le livre, là j'ai pas mis le graphique, mais la dette mondiale représente les 3/4 du patrimoine privé et public mondial, les 3/4. Qu'est-ce qui va se passer quand ça dépassera 100%? Ben, on va avoir un énorme problème. Parce qu'une dette, c'est basé sur quoi? Sur un collatéral. Quand vous faites un crédit à votre banque pour votre crédit immobilier, eh ben on vous fait une hypothèque sur votre maison. Quand une banque commerciale veut se refinancer auprès de la Banque centrale, elle apporte des titres en garantie, des titres d'entreprise ou des titres de dette publique, bon, des collatéraux. Le jour où le patrimoine entier est déjà mis en gage, si vous me passez l'expression, bah comment on fait? Il n'y a plus de collatéraux disponibles, et donc là, on va avoir une menace même sur la création monétaire. C'est-à-dire, c'est ça qui est fantastique. Dans le livre, je dis, la dette travaille contre elle-même. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les logiques d'accumulation de la dette vont causer leur propre perte. Et ça, c'est pas encore un danger immédiat, mais ça arrive à grande vitesse. Hein. Par exemple, ça, vous voyez, en pourcentage du PIB, en fait, là ça commence à 2014, mais si on remonte aux années 2000, on était à 200% la dette représentait 200% du PIB mondial. On est déjà pratiquement au double maintenant. Donc il y a des logiques vraiment terribles d'accumulation. Bon, ces trous noirs monétaires qui absorbent de plus en plus de masse monétaire, je vous ai cité le premier, les marchés financiers, je voudrais juste vous dire quelque chose. La bourse, hein, dont nous bassinent les oreilles, les investisseurs, il faut protéger les investisseurs. Vous savez, la bourse, quand ça a été créé, les premières bourses au XIIIe siècle, en France d'ailleurs, à Toulouse, eh bien, quel était l'objectif? Mettre en relation des financeurs avec des entreprises qui avaient besoin de capitaux pour se développer. Bon. Et bien aujourd'hui, vous savez combien de pourcentage des opérations de bourse servent à ça? 2%. 98%, c'est de la spéculation sur des titres qui existent déjà. Donc les bourses ne sont plus, ou très peu, un moyen de financer de nouvelles activités, de financer des entreprises qui viennent là chercher de nouveaux capitaux. C'est un immense casino géant qui sert finalement à spéculer sur ce qui existe déjà. Et le problème, c'est qu'on emprunte de l'argent pour spéculer sur ce qui existe déjà. Je ne parlerai pas du Bitcoin, mais ça serait un bon exemple pourtant. Mais voilà, vous savez, enfin, vous en connaissez peut-être, moi je connais des gens qui ont emprunté
de l'argent en euros pour aller investir sur du Bitcoin qui ne sert strictement à rien en attendant que son prix monte. Enfin bon, je m'arrête sur ce sujet, j'ai déjà assez d'ennemis dans la sphère Bitcoin comme ça. Voilà. Mais en tout cas, vous voyez bien que les marchés financiers agissent comme un trou noir qui ne crée pas de valeur, ou très peu, ou beaucoup moins qu'avant. Et donc finalement, eh bien, ça ralentit l'efficacité du flux de création monétaire. Et le deuxième trou noir, très important, c'est l'immobilier. C'est l'immobilier. Parce que là aussi, on a énormément de crédits immobiliers qui servent à finalement acheter des logements déjà existants, pas en créer de nouveaux, pas à les rénover, enfin très peu, et finalement à acheter déjà de l'existant, notamment dans les centres-villes, et on a une spéculation immobilière énorme dont on souffre tous. Alors, il y a un autre point sur le fait que la dette est un danger quand même, c'est qu'elle sert toujours d'argument pour l'austérité. C'est ce que je disais tout à l'heure, la dette sacrificielle. Et ça, c'est quelque chose dont vous n'avez pas parlé, mais moi qui m'a énormément frappé. Alors la France est un peu à part, hein. Vous voyez que pendant la période, en fait, juste avant la pandémie, la France, sa dette se stabilise, mais elle continue d'augmenter. Mais au niveau européen, elle baisse. Elle baisse. Pourquoi ? Pas parce qu'on a eu une super flambée de croissance et compagnie, pas du tout. Parce que les États, obsédés par les règles budgétaires qu'on vient d'ailleurs de rétablir, dans une version pire que les anciennes, se disent tout le temps, ces règles budgétaires, elles servent à quoi ? Elles ne servent pas à être respectées au millimètre près, il ne faut pas vous tromper. Hein. C'est pas être sous les 3% ou être sous les 60%, ça tout le monde s'en fout, c'est pas le problème. Ces chiffres, ils sont là pour une seule raison, pour dire toujours au gouvernement, quoi que vous fassiez, il faut réduire la dette. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On ne sait même plus pourquoi, mais si, en fait, on sait très bien pourquoi, pour réduire le périmètre des États, et donc pour réduire la dette. Et ça, ce qui est fantastique, c'est que vous voyez cette réduction de la dette à partir de 2015, c'est au moment où les États empruntent à taux négatif. Ils gagnent de l'argent pendant cette période-là, à chaque fois qu'ils empruntent. Et ils n'en profitent pas. Parce que, évidemment, on n'a rien à financer, ni transition écologique, ni l'hôpital, ni l'école, ni la recherche. Notre PIB a décroché de 80% par rapport à celui des Américains qui se foutent de leur déficit, hein, soit dit en passant, ils ont bien raison, ils sont beaucoup plus pragmatiques que nous. Nous, on s'est désendettés. Et il y a des pays, comme l'Allemagne, qui ont remboursé plus, c'est pas seulement en pourcentage du PIB, c'est vraiment la dette en valeur a diminué. Alors qu'ils empruntaient à taux négatif et qu'ils s'enrichissaient en empruntant. Enfin moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça ubuesque, absolument débile, quand on sait qu'on a tant de choses à financer et qu'on devrait piloter les politiques économiques selon les besoins de la société et pas en fonction de critères complètement absurdes, de critères financiers complètement absurdes. Dans le livre, je rappelle aussi comment ces critères, les 3%, les 60%, ont été décidés par un fonctionnaire français à qui on a demandé une règle, voilà, et qui la critique lui-même aujourd'hui en disant que cette règle est complètement absurde. Et puis il y a un troisième, donc c'est pour ça aussi que cette obsession de la dette est dangereuse. Et puis il y a un troisième point, c'est qu'on parle tout le temps de l'austérité budgétaire, mais il y a aussi... Ah, je suis déjà vachement... je regarde... on parle souvent de l'austérité budgétaire, mais il y a aussi l'austérité monétaire. Parce que, en fait, on vous dit les taux d'intérêt, si on ne rembourse pas, machin, les marchés vont augmenter les taux d'intérêt. Ben moi, je vous le dis, et je vais le dire assez grossièrement, c'est que des conneries. Et je suis formel là-dessus. Une banque centrale a toujours, et elle l'a démontré pendant la pandémie, la capacité de contrôler les taux d'intérêt si elle le décide.
On a une dette publique qui est à 110% du PIB pendant la pandémie, et on emprunte à taux négatif ou à taux zéro, ou à des taux très faibles, beaucoup moins importants que quand la dette publique était à 60% du PIB et qu'on avait déjà François Fillon qui nous expliquait « Je suis à la tête d'un État en quasi-faillite, rien ne va plus, il faut absolument rembourser la dette maintenant parce que sinon on va avoir une hausse des taux d'intérêt. » On a une hausse des taux d'intérêt que si la Banque centrale le décide et le laisse faire. D'où l'importance, par ailleurs, de reprendre le contrôle sur les banques centrales qui sont des entités peu démocratiques. Alors, je vais accélérer. Il y a un dernier point sur le fait que la dette peut être dangereuse, c'est qu'on emprunte le taux auquel on emprunte, que la BCE refuse de contrôler, la Banque centrale refuse de contrôler, ou qu'elle contrôle uniquement dans son objectif de lutte contre l'inflation, alors qu'il pourrait y avoir des tas d'autres objectifs, eh bien, fait que pendant les 40 dernières années, les taux d'intérêt auxquels l'État emprunte ont toujours été supérieurs au taux de croissance. Toujours. Et quand ça se passe, vous avez un effet mécanique qu'on appelle l'effet boule de neige qui fait que la dette s'alourdit toujours et toujours. Voilà. Oui, pardon. Et donc je voulais vous montrer ça, voilà, sur le fait que... donc ça, c'est le Faust II de Goethe. Et il y a une scène qui est fantastique, parce que j'en viens à mes propositions, à des propositions que je défends. Si on veut casser ce cercle vicieux entre la progression de la masse monétaire et la progression de la dette, à un moment, on pourrait introduire ce que j'appelle de la monnaie libre de dette. Ça, une banque centrale peut le faire, elle pourrait mettre cette monnaie à disposition des États ou des citoyens, enfin on peut imaginer 1000 mécanos administratifs. Il y avait par exemple le Conseil national de la résistance en 1944 qui avait plaidé pour un parlement du crédit et de la monnaie. Rien n'interdirait aujourd'hui de remettre en place quelque chose comme ça, de redonner un pouvoir au Parlement en matière monétaire et de dire voilà, on pourrait créer de l'argent pour financer la transition écologique et tout ça sans dette, mais attention, il ne s'agit pas de créer de l'argent sans dette pour tout et n'importe quoi, de manière ciblée, de manière démocratique, voilà. Et en introduisant de la monnaie sans dette dans l'économie, vous brisez l'évolution parallèle entre la masse monétaire et la dette, et donc vous introduisez une arme de désendettement massif pour tout le monde. Pour les États, mais aussi pour vous, pour nous tous, pour les citoyens, pour les entreprises, parce que cet argent, il se diffuse. On paye des salaires, on paye... Voilà. Et donc, la masse monétaire va progresser beaucoup plus vite que la dette. Et donc tout le monde se désendette et donc on récupère des marges de manœuvre supplémentaires. Je pourrais y revenir, mais c'est vraiment cette idée que la monnaie est un bien commun et que ce bien commun, en fait, il est trop important pour être laissé entre les mains de banquiers centraux non élus ou que les parlements, personne n'ait leur mot à dire, ou que ce soit les banques commerciales qui décident de qui a le droit d'avoir de la monnaie, à quel taux, pourquoi, sur quelle durée, et par ailleurs se fassent rémunérer pour ce qui, à mon sens, devrait être un service public, le service public du crédit. Et alors, quand on dit ça, vous avez évidemment la coalition des économistes orthodoxes qui vous disent « Ah, mais il n'existe pas d'argent magique ». Alors, il n'existe pas d'argent magique. Je vais quand même vous apprendre un truc. Ça aussi, je le détaille dans le livre et ça s'est réalisé. Et d'autres, c'est qu'aujourd'hui, la BCE a remonté ses taux. Et donc, les réserves bancaires des banques centrales qu'elle a elle-même contribué à créer au cours des dernières années, justement par les politiques de quantitative easing, il faut les rémunérer avec un intérêt. Et donc, aujourd'hui, la Banque centrale fait des pertes et crée de la monnaie ex nihilo pour rémunérer les réserves bancaires. Et pas sur des petites sommes. Vous savez combien en 2023 ? 143 milliards d'euros. 143 milliards d'euros. Subventions aux banques.
Et alors là, même des économistes orthodoxes, je ne suis pas le seul, ce sont quand même... Elles ont fait quoi, les banques, pour mériter ça? Bah rien. Elles avaient de l'argent dans les comptes de la Banque centrale, voilà, c'est tout. Donc quand on vous dit il n'y a pas d'argent magique, eh ben moi je vous dis, il y en a. Cherchez à qui il profite. Cherchez à qui il profite. Voilà. Et alors, on vous dit ça parce qu'il y a cette scène. Alors, cette scène du Faust II de Goethe, elle est dans les murs de la Bundesbank, elle est peinte dans les murs de la Bundesbank à Francfort. Et c'est le diable, Méphistophélès, qui conseille à l'empereur, parce que l'empereur se plaint, il dit je voudrais faire plein de choses, mais j'ai jamais de monnaie, ça va pas du tout. Et alors le diable vient lui susurrer à l'oreille, mais de la monnaie, monsieur l'empereur, moi je vais vous en créer. Sans limite pour vous, il n'y a pas de problème. Donc il crée de la monnaie, et ensuite il y a une grande fête, tout le monde est content, et puis le lendemain, il y a l'inflation. On a tous entendu ça, l'inflation. Et là, l'inflation ruine tout le monde. Et donc, oh là là, surtout, ne faites pas de création monétaire parce qu'il y a l'inflation. La masse monétaire, depuis 1980, a été plus que multipliée par 2. Le taux d'inflation sur la même période a été divisé par 5. Si la création monétaire faisait de l'inflation, ça, c'est pas possible. Donc, la création monétaire ne fait pas forcément d'inflation, et encore moins quand elle est dirigée sur les marchés financiers. Alors si, elle fait de l'inflation sur les marchés financiers, quand elle est dirigée vers là-bas. Donc, si vous voulez... Ce qui dépend en matière de création monétaire, c'est l'allocation, le ciblage de cette création monétaire. Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous allez solliciter une entreprise ou un secteur d'activité qui est déjà au maximum de ses capacités de production et qui peut vraiment plus rien produire de nouveau? Bon, là, évidemment, si vous lui adressez une demande énorme, vous allez faire l'inflation. D'accord. Mais si vous utilisez cette création monétaire pour construire de nouvelles locomotives, pour rénover des logements, pour faire du fret ferroviaire, pour protéger des zones humides dont tout le monde se fout aujourd'hui parce que ce n'est pas rentable, justement. On a eu la journée des zones humides il n'y a pas longtemps. Vous savez, les zones humides, c'est 40% de la biodiversité en France et c'est des puits de carbone encore plus importants que les forêts. Le marché ne les finance pas, parce que c'est pas rentable et qu'on ne peut pas rembourser. Une zone humide, elle ne rembourse pas. Et comme l'État lui-même se soumet à des disciplines de dette qui visent à financer des choses rentables, eh ben il s'en délaisse petit à petit. Et vous aurez remarqué que dans les 10 milliards d'euros de coupes budgétaires qui viennent juste d'être décidés par le gouvernement, quel est le premier poste de dépenses en moins? La transition écologique, et notamment les zones humides et la biodiversité. Donc, ne croyez pas ceux qui vous disent qu'il y a un lien automatique entre création monétaire et inflation. Ce n'est pas vrai. Tout dépend du ciblage, tout dépend de comment on le fait. Si on le fait de manière intelligente, qu'on gère ça comme un bien commun, ensemble, l'État, les collectivités, les entreprises, les citoyens, on sait parfaitement faire, on sait calibrer la création monétaire qu'il faut à tel ou tel endroit, au lieu de laisser tout ça au marché financier, dire que par la main invisible du marché, ça va aller au bon endroit, ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai, parce que je vous rappelle que sur les 6 000 milliards d'euros de création de la Banque centrale depuis 2015, le PIB, la croissance entre-temps, n'a été que de 2 000 milliards d'euros. Et les 4 000 milliards d'euros restants, ils sont passés où? Sur les marchés, sur l'immobilier, sur tout ce qui ne servait à rien. Voilà, donc moi je pense qu'on pourrait faire beaucoup mieux. Ce que je vous dis, vous voyez, hein, sur l'augmentation de la création monétaire de la Fed comme de la BCE, vous voyez, on passe en 2008 de moins de 1000 à en fait ça continue, là après on est à plus de 7000, bon, donc c'est ça.
Alors, dans le livre, je vais devoir vraiment terminer là, je pense. Donc, dans le livre, j'ai tout un chapitre, je fais un peu de pub au passage quand même, achetez-le, ça me fera plaisir. Donc, parce que j'ai pas parlé de l'annulation des dettes publiques détenues par la Banque centrale, mais j'aurais pu, pour le dire en 2 mots, aujourd'hui, la Banque centrale, avec ses achats d'actifs, dispose de 4 000 milliards d'euros de titres de dette publique, ce qui veut dire qu'un tiers de la dette publique de la zone euro est détenue par la Banque centrale, par une institution qui crée la monnaie, qui n'est pas la seule. Les banques privées créent l'essentiel de la monnaie, mais qui a un pouvoir de création monétaire infini. Donc, pourquoi on doit rembourser, se saigner tous, citoyens et autres, pour rembourser une institution qui crée la monnaie et qui n'a pas besoin d'être remboursée? On pourra y revenir. Mais tous les arguments, les arguments qu'on nous a opposés, parce que j'étais à l'origine de ce grand débat avec d'autres, avec Gaël Giraud, avec d'autres en 2021 sur l'annulation des dettes publiques détenues par la BCE, ça avait fait vraiment le tour du monde. On nous a opposé des tas d'arguments. Ils sont tous faux et voilà, on nous dit une banque centrale reverse tous ses bénéfices à l'État, donc ça changera rien, l'annulation ne sert à rien. Faux, les banques centrales reversent leurs bénéfices aux États que quand elles font des profits et elles n'en font plus justement parce qu'elles accordent des subventions aux banques privées. On nous a dit le quantitative easing, c'est déjà une forme d'annulation des dettes. C'est pas vrai. Toutes les dettes achetées par la Banque centrale, il faut les rembourser. Il faut les rembourser. Et ça pose un problème. Et ça pose d'autant plus de problèmes qu'on ne récupère même plus les intérêts. On nous a dit, si la Banque centrale fait des pertes, il faudra que les États la recapitalisent. Donc ça ne changera rien. Complètement faux. D'ailleurs, les traités européens, ceux qui disent ça n'ont jamais lu. Là, vraiment, pardon, ça m'énerve un peu, mais parce que j'ai reçu tellement Moi, je suis administrateur à l'Assemblée. J'ai l'habitude de lire des textes juridiques depuis plus de 12 ans. J'ai lu les traités en détail, le protocole numéro 4, etc. Eux, ils n'ont jamais lu. S'ils avaient lu, ils seraient tombés sur quelque chose de très simple. La BCE est indépendante. Et qu'est-ce que ça veut dire, l'indépendance ? Que les États ne peuvent pas la recapitaliser. Donc c'est faux. Tout ça, c'est tout ce qu'on nous a opposé, c'est des bêtises. Ça serait inflationniste, je viens de vous en parler, etc., etc. Bref, j'en termine par là. J'aurais pu vous parler de bien d'autres choses. Juste une remarque, parce que je trouve ça toujours intéressant. Vous savez que Nietzsche, dans la généalogie de la morale, il dit le coup de génie du christianisme, c'est le Christ rédempteur. Qu'est-ce que c'est le Christ rédempteur ? C'est celui qui rachète la dette des hommes et qui l'efface. C'est ça la rédemption. Littéralement, c'est ça. C'est le rachat de dette et l'effacement de la dette pour libérer les hommes de leur dette ancestrale. Pour leur dire, on vous libère. Et c'est ce qu'avait dit au moment de la banqueroute des 2 tiers, aussi en 1797, le ministre des Finances Ramel, à l'époque. Il avait dit, j'efface les conséquences du passé pour donner à la France les moyens de son avenir. Eh ben, on pourrait faire exactement la même chose. Et je termine juste par cette autre citation. Vous voyez, je suis très littéraire, mais je trouve qu'en fait, les écrivains parlent souvent beaucoup mieux, et les poètes, de monnaie et de dette que les économistes. Et ça, c'est l'immense poète Borges qui nous dit, vous pouvez lire toute la citation, mais moi, ce que je retiens, la monnaie est un répertoire de futures possibilités. Eh bien, voilà. Oui, la monnaie est un répertoire de futures possibilités. C'est ce que j'appelle la monnaie émancipatrice. C'est de nouvelles règles monétaires qui peuvent nous permettre de nous libérer de la dette, de mener les investissements dont on a besoin, de renoncer à cette vision sacrificielle de la dette et finalement de nous donner les moyens de notre avenir et les moyens de nous réapproprier cette capacité à avoir des marges de manœuvre là où on nous explique toujours on ne peut rien faire, la dette, on ne peut rien faire, voilà. Et ce discours-là, il faut le combattre, le déraciner et tout le monde s'en portera mieux. Voilà, merci beaucoup. Je reprends juste l'exemple, ou bien ce que je me rappelle après la crise du Covid,
Et j'avais lu quelque part que 2,3 trillions d'euros ont été imprimés. Je ne sais pas si c'est un bon chiffre. Vous avez mentionné 143 milliards. Et juste pour valider encore plus ce que vous venez d'apporter comme quoi la dette est quelque chose d'illusoire, et plutôt c'est l'avancement technologique et réel qui est plutôt important. Et juste si vous pouvez un peu décrire comment ça s'est passé, rapidement, et peut-être donner un exemple sur ce que vous avez dit, comme quoi on peut injecter de la monnaie sans que ça soit associé à une dette, parce que je trouve que si jamais on va bouger dans cette transition écologique, ça devrait être le premier levier, vous savez plus que moi, mais juste dans cette optique. Et merci beaucoup de nouveau. Je réponds tout de suite, ou comme c'est à vous de me dire. Je peux répondre tout de suite. Prendre encore 2 questions en plus. Bonsoir. Donc déjà, merci beaucoup pour votre intervention. Pareil, c'était vraiment passionnant. Et ensuite, je me demandais, donc vous avez mentionné cette possibilité de supprimer, d'effacer la dette que possède la BCE, mais j'imagine que vous connaissez les travaux de David Graeber et d'autres, qui parlent du grand jubilé, qui serait cette idée d'annuler les dettes, pas seulement des organismes publics, mais des organismes privés aussi. Et donc je me demandais si c'était pour vous une option aussi de se débarrasser radicalement de la dette avec une option comme celle-là, ou s'il faudrait être plus progressif par d'autres leviers, par exemple. Alors bonjour, merci pour votre exposé. J'aurais 2 questions pour ma part. La première, c'est si j'essaye de résumer ce que vous proposez de gérer une création monétaire de façon démocratique, donc affranchie de l'obligation de rémunérer du coup, des possesseurs de capitaux, et une création monétaire qui serait allouée à la production de biens d'intérêt public. Donc là, je note les grandes similarités entre ça et ce que proposent certains économistes, comme notamment Bernard Friot dans son système économique. Et je voulais vous demander comment vous positionnez par rapport à ça, quelle ressemblance ou quelle différence vous voyez entre votre projet et celui de Friot qui, selon votre description, semble beaucoup coïncider. Ça, c'est la première question. Et la seconde question, c'est est-ce que vous envisagez des mécanismes, ou plutôt comment vous envisagez des mécanismes de destruction monétaire avec ce système de monnaie libre de dette? Ou est-ce que, si on n'en envisage pas, cette croissance incontrôlée de la masse monétaire pourrait poser problème? Donc j'ai bien compris que l'inflation n'était pas systématiquement de mise quand il y avait création monétaire, mais est-ce que s'il n'y a aucun mécanisme de destruction, ça ne peut pas quand même arriver dans certaines situations? Et je voulais aussi poser une question sur le rapport de vos travaux à ceux de Graeber, mais l'intervenant précédent m'a devancé. Alors, merci beaucoup pour ces questions. Alors, sur la question de la monnaie libre et comment ça pourrait marcher, vraiment, une fois que le principe est admis, on peut imaginer plusieurs mécanos institutionnels possibles. J'en vois 2 principaux. Soit on donne ce pouvoir au Parlement. Alors on peut décider, ça se fait au niveau du Parlement national, au niveau du Parlement européen. Vous vous rappelez peut-être d'une proposition de Pierre Laroutourou et de Nouvelle Donne à une époque qui avait dit il faudrait mettre à disposition 2% du PIB chaque année. Alors j'avais un échange avec Pierre Laroutourou et je lui avais dit l'idée je la partage, mais votre mécanisme ça marche pas parce que vous appuyez pas sur la Banque centrale qui est la seule à pouvoir créer ce volume de monnaie. Eux ils voulaient créer une banque publique d'investissement. Et alors j'y viens après. Mais en tout cas, si on voulait dire par exemple parce que, oui, les travaux de l'Institut Rousseau, j'ai pas pu en parler, Marin l'a signalé en introduction, mais on a fait à l'Institut Rousseau 2 rapports précurseurs, 2% pour 2 degrés, qui était avant le rapport Pisani-Ferry, où on avait montré qu'il fallait très exactement 2,3% du PIB en plus d'investissements publics et privés chaque année pour réaliser la neutralité carbone, sans parler de biodiversité, d'eau, etc. Et aujourd'hui, on a fait le même qui vient de sortir le mois dernier à l'échelle européenne, donc c'est totalement inédit. On a rendu ça au Parlement européen qui s'appelle Road to Net Zero et on tombe à peu près sur le même chiffre, un petit peu plus, 2,4 si ma mémoire est bonne. Ça dépend des pays. Après, il y a des pays un peu plus, des pays un peu moins. Et voilà, donc on pourrait dire, ce qui nous manque là, c'est
notre référence pour créer le volume de monnaie. Voilà, parce que théoriquement, cette monnaie n'est pas inflationniste. Au contraire, elle peut même être désinflationniste, parce que si vous remplacez aujourd'hui, quelles sont les grandes sources de l'inflation aujourd'hui? Les hydrocarbures qui sont importés et les produits alimentaires qui sont importés. Si on fait, comme on recommande dans nos rapports, développement de l'agriculture bio, de l'agroécologie et tout ça sur notre territoire, on renforce notre indépendance alimentaire, on fait des circuits courts et donc on peut faire baisser le prix d'un certain nombre de produits, notamment le bio, etc. Sur les hydrocarbures, c'est encore plus clair. On électrifie les transports, on se passe du pétrole. Les hydrocarbures, c'est le premier poste de déficit de notre balance commerciale. Eh bien, on se sépare de ça et donc on baisse l'inflation sur... voilà. Donc, c'est même des cas, vous voyez, où la création monétaire peut être désinflationniste si elle est bien ciblée. Et donc, on peut se baser là-dessus. Et donc avoir ce Parlement du crédit et de la monnaie qui évaluerait les besoins et qui dirait par exemple il nous faut 2% du PIB d'investissement, eh bien on va recommander comment répartir cette somme, pour quel usage, pour quelle durée, et ensuite c'est validé par un vote du Parlement et cet argent se met à circuler dans l'économie exactement finalement. Attention, il ne faut pas se tromper, c'est exactement comme un plan de relance de l'État. C'est la même chose, sauf que l'État ne s'endette pas pour le faire. Et donc il n'a pas cette épée de Damoclès qui va le conduire après à faire des coupes budgétaires et avoir cette espèce de politique de stop and go incessante. Hein. Dans le livre, je le décris. Depuis les années 70, vous avez... plan de relance de Giscard d'Estaing, plan de rigueur de Raymond Barre, plan de relance en 81, rigueur en 83 avec Fabius, etc., etc. Et ça ne sert à rien. À chaque fois, on fait un pas en avant et on dit « Ah, attendez, on investit un petit peu quand même, il faudrait maintenant qu'on s'autoflagelle un peu. Et donc on essaie de baisser la dette et ça ne sert à rien, et ça ne marche pas. Donc tout ça est stupide. Donc voilà. Donc, mais sur ces mécanismes, moi la première version, c'est la version démocratique. Moi je crois plus à celle-là, parce que je crois que la monnaie est un bien commun et qui doit être discuté. Il y a une autre version qui est de dire la Banque centrale finance directement la Banque européenne d'investissement ou BPI France, les banques publiques d'investissement, et l'argent circule comme ça parce que les banques publiques savent faire et voilà. Moi, je ne suis pas convaincu par ça. Non pas qu'il ne faille pas utiliser les banques publiques d'investissement, ça on pourrait en parler longtemps, j'ai écrit des articles là-dessus. Il faut quand même noter que c'est des banques à qui on dit qu'il faut compenser des failles de marché et à qui on demande d'agir avec le marché pour ne pas tomber sous la réglementation des aides d'État. Donc moi je ne suis pas convaincu de leur efficacité, d'autant plus que la Banque européenne d'investissement pourrait d'ores et déjà, avec les fonds qu'elle a, investir beaucoup plus qu'elle ne le fait, et elle ne le fait pas. Moi je me méfie vraiment de toutes ces... C'est comme dans la sphère publique, là je fais une digression, mais vous savez, toutes ces autorités administratives indépendantes, tous ces trucs indépendants, on vous dit finalement, ah c'est indépendant, ça va beaucoup mieux marcher, c'est que des moyens de créer de l'impuissance. C'est que des moyens de créer de l'impuissance, parce que c'est le politique qui se débarrasse de ça, qui dit, ah, regardez, je peux rien faire. Je peux rien faire, c'est eux, c'est là-bas, mais ils sont indépendants, moi je peux rien leur dire, vous savez, bon voilà. Donc moi je m'en méfie comme de la peste et je préfère, mes collègues de l'Assemblée s'étrangleraient s'ils m'entendaient, mais je préfère vraiment qu'il y ait une décision politique, démocratique, qui soit assumée. Du coup j'enchaîne tout de suite avec la question sur comment on retire la monnaie, parce que ça c'est très important. Alors en effet, il y a un moyen très simple, l'impôt. Si jamais à un moment vous avez de la création monétaire trop importante à un endroit et que on s'apercevait que ça crée des déséquilibres, on met un impôt. On en a 458 aujourd'hui en France, des impôts, des taxes, des cotisations. On peut bien en créer un nouveau pour retirer. Non, je blague un petit peu, mais si vous voulez, le moyen le plus simple pour retirer un excès de création monétaire, c'est de l'absorber par l'impôt, et en plus ça a pour vertu de désendetter l'État après.
Donc c'est très simple. Fondamentalement, il n'y a aucune difficulté. Voyez bien, et puis même, voyez bien ce qu'on fait aujourd'hui. S'il y a trop de monnaie, aujourd'hui c'est pas le cas, mais s'il y a trop de monnaie, on fait exactement comme le gouvernement vient de faire, décret d'avance pour en supprimer un petit peu. Bon, mais encore une fois, moi je pense que si cet argent est bien ciblé, il n'y aura pas d'excès de monnaie. Ma conviction, c'est même que si on avait ciblé cet argent sur l'économie réelle, il n'y aurait pas eu besoin de créer 6 000 milliards d'euros qui sont allés dans la sphère financière et ailleurs. On aurait créé la moitié, ça aurait largement suffi pour faire la transition écologique. Mais aussi parler de Graeber, bon, Graeber... un des maîtres à penser. Donc oui, j'ai lu Graeber sur plein de ses travaux d'ailleurs, sur le travail, les bullshit jobs, je vous recommande ça. Et puis évidemment son monument sur la dette. Alors, est-ce qu'il faudrait annuler la dette de tout le monde? Moi là, je ne vais pas jusque-là. La dette détenue par la Banque centrale, les 4 000 milliards d'euros détenus par la Banque centrale, on peut les annuler d'un trait de plume, c'est une opération, voilà, parce que la BCE peut compenser instantanément ses pertes. Ça se fait en un clic. Hein, si on veut, ça va vous sembler fou, mais si on veut, on le fait demain matin. Et c'est terminé. On a un tiers de la dette publique qui disparaît. Le problème, c'est que si vous faites ça sur la dette privée, les banques commerciales qui créent de la monnaie pour leurs clients, de manière caricaturale, ne peuvent pas créer de la monnaie centrale pour elles-mêmes. Alors là, je rentre un peu dans des détails, je ne sais pas si tout le monde est au fait de ça, mais une banque commerciale peut créer de la monnaie pour ses clients, mais elle doit se refinancer en monnaie centrale auprès de la banque centrale. Et cette monnaie-là, elle ne peut pas la créer. Donc si vous annulez les dettes détenues par les banques commerciales, elles vont avoir des problèmes. C'est exactement ce qui s'est passé en 2008, mais pour d'autres raisons, ce n'était pas une annulation. Mais voilà, elles vont avoir des problèmes pour se payer les unes les autres sur le marché interbancaire. Et donc là, vous avez un risque de crise de bancaire généralisée avec un effondrement des différents acteurs. Et après, vous êtes obligé de remettre au pot, comme l'ont fait les banques centrales, pour éviter que le système se casse la gueule. C'est d'ailleurs ce que Frédéric Lordon, et il a raison là-dessus, appelait une prise d'otage cosmique. Mais c'est vrai, enfin, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'on a confié ce bien commun qu'est la monnaie à des acteurs privés lucratifs, et s'ils s'effondrent, c'est nous tous qui sommes pénalisés. On n'a pas de backup, quoi. Donc c'est quand même voilà. Donc Graeber, vraiment une puissance intellectuelle fantastique, et je partage beaucoup de choses, mais je ne vais pas jusqu'à sa vision anarchiste de la finance, qui consisterait en effet, il avait dit, le moyen le plus simple de faire s'effondrer le capitalisme, c'est de ne pas rembourser ses dettes. Il a totalement raison. À partir du moment où plus personne ne rembourse ses dettes et où il y a une crise bancaire et que les banques centrales ne réagissent pas, alors là oui. Mais sincèrement, on ne va pas rigoler si ça se passe, malheureusement. Donc il vaut mieux avoir un système, je ne sais pas si c'est plus progressif, hein, parce que moi ça me semble aussi très radical, mais il vaut mieux avoir un système où on efface ce qu'on peut effacer des banques privées, on injecte de la monnaie libre, et donc petit à petit, on court-circuite les banques. Vous voyez ce que je veux dire? On fait sans elles. Et d'ailleurs, c'est pour ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui, le débat sur la monnaie numérique de banque centrale, hein, l'euro numérique. Les banques sont terrifiées par ce truc-là, parce qu'elles se disent « Ah oui, mais le jour où on va permettre à la BCE de donner de l'argent directement aux gens, hein, vous savez, le lien entre Zeus et la population qui se rétablit. Et nous, les banques commerciales, on va devenir quoi ? Si vous avez des comptes en monnaie numérique à la banque centrale et tout ça, plus personne ne voudra être dans une banque commerciale qui peut faire faillite.
Voilà, donc, mais attention, hein, Christine Lagarde les a évidemment rassurés, elle leur a dit mais non, si on fait un euro numérique, c'est pas nous qui allons le distribuer, c'est vous, bien évidemment, et on vous paiera pour ça. Bon, je suis un peu grinçant, mais voilà, j'ai tout un chapitre là-dedans sur la monnaie numérique de Banque Centrale et ce que ça pourrait être et ce que ça risque de ne pas être avec les projets actuels de la BCE. Vous m'aviez aussi interrogé sur Frio. Je le suis pas sur toute la ligne. Faudrait discuter des différents aspects de sa pensée. Il y a des choses que j'aime pas. Il y a d'autres choses qui sont plus intéressantes sur le pouvoir des salariés, créer des entreprises qui soient plus autogérées. Voilà. Bon, ça nous enverrait dans un long débat. Voilà. En tout cas, c'est intéressant. Mais là, je peux pas y répondre trop en détail. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je crois pas. Oui, pardon, il y avait la question du jubilé. Si, quand même, je reviens un peu à Graeber en arrière. Vous savez, la pierre de Rosette qu'il y a au Louvre, et même ce qui nous a permis de défricher les hiéroglyphes et les premières écritures cunéiformes, et que vous pouvez voir au Louvre, et ben en fait, c'est souvent des tablettes de compte et d'annulation de dettes. Voilà, parce que en fait, dans l'Antiquité, et ça Graeber le montre très bien, les gens tombaient en esclavage pour dette. Ça se fait encore en Afrique d'ailleurs à certains endroits aujourd'hui. Et donc en fait, régulièrement, les pouvoirs publics annulait les dettes, le jubilé. Alors il y avait le petit et le grand jubilé, le petit tous les 7 ans et le grand tous les 49 ans, où en fait on annulait les dettes de tout le monde, parce que sinon il y avait trop d'hommes libres qui devenaient esclaves. Et donc on avait des sociétés qui étaient plus composées que d'esclaves. Alors je le signale parce que c'est quand même intéressant sur ce qu'est la dette au fond. Voilà, vous savez qu'en allemand, le mot dette se dit Schuld, ce qui veut dire la culpabilité et la dette en même temps. Donc c'est intéressant, vous voyez comment on a construit cette relation de la dette. Bon, je ne vais pas faire toute une analyse littéraire, mais la livre de chair dans Le Marchand de Venise de Shakespeare, c'est ça aussi. Vous voyez, vous payez par votre corps votre dette, on vous coupe une partie, voilà, on vous rend esclave, on vous fait, et nous, on n'en est plus là, en tout cas pas en France. Vous avez encore aux États-Unis de la prison pour dette. Hein. Ça arrive encore. Et si vous allez en Espagne, vous avez un truc très marrant, ça s'appelle très marrant, c'est pas vrai, mais ça s'appelle le Cobrador del Frac. Je fais pas d'espagnol, alors excusez-moi pour la prononciation. C'est des justiciers masqués, déguisés, avec des chapeaux. Et quand vous payez pas vos dettes, par exemple, vous êtes un petit commerçant, et ben ils viennent se mettre devant votre magasin. Et toutes les personnes qui rentrent dans le magasin leur disent, vous savez que vous allez dans un magasin de quelqu'un qui ne paie pas ses dettes et tout ça. Et donc, le rapport entre la dette et la culpabilité est terrible. Terrible. Et il est profondément ancré dans notre psychologie, et c'est ce qu'on vous dit tout le temps. Faut vous sacrifier. On peut pas continuer sur ce train de vie. Qu'est-ce qu'a dit Bruno Le Maire là encore? L'État n'est pas une pompe à fric. Hein, vous voyez, c'est toujours sacrifiez-vous. Et ça, ce rôle sacrificiel de la dette, on ne condamne plus les gens à l'esclavage pour dette quand ils ne payent pas, mais d'une manière macroéconomique et politique, on les tient exactement de la même façon qu'avant. On nous tient. Exactement de la même façon qu'avant, d'où l'intérêt à un moment de regarder en détail, moi c'est ce que j'essaye de faire, les mécanismes de création monétaire, les mécanismes de dette, et de dire comment on s'en libère. Voilà, comment on s'en libère. Et donc finalement c'est le titre de mon livre, donc j'ai plus rien à dire. Merci.